Le 24 août 2020, un homme se rend à la gendarmerie de Poyestre, dans les Pyrénées-Orientales. Il livre un récit glaçant. Cet homme va expliquer qu'il a tué 4 personnes et qu'il l'a tué d'une manière préméditée. Il a tout organisé avec un couteau et une arme à feu. C'est une scène particulièrement terrible, d'après ce que décrivent les enquêteurs. Il y a beaucoup de sang, donc on pense de suite à un acharnement et on se demande encore plus quel peut être le motif de ce genre de crime. Et l'enquête va prendre un nouveau tournant lorsque les gendarmes découvrent que les victimes ne sont autres que les parents et beaux-parents du meurtrier. Mon frère, en fait, pour m'annoncer le décès de mes grands-parents, il m'a appelé et je lui ai dit est-ce que vous êtes à la maison et si oui, j'arrive. Et il est arrivé en moto, très nerveux, il a jeté son casque, il s'est mis à pleurer, il m'a dit papy et mamie sont morts, papy et mamie sont morts. Il les a tués, il a tués. Il s'agit d'une vengeance. Voilà, vous m'avez fait ça, moi je me fais justice. En fait, son terme exact, c'est ça. Je me fais justice. Je règle mes problèmes moi-même, je me fais ma loi. En 2020, à Dax, Victor est un adolescent de 17 ans, à qui tout semble réussir. Si on pouvait résumer Victor dans ce sport, c'est un esprit sain dans un corps sain. C'est un garçon qui suit des études tout à fait normalement, qui est parfaitement intégré, qui a des réseaux d'amis. La plupart de ses amis et de ses proches décrivent un garçon sans aucun problème. Le 1er février 2020, l'adolescent se rend à un rendez-vous amoureux. Un rendez-vous dont il ne reviendra jamais. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous ne savez pas s'il a été tué, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé, vous ne savez pas du tout. Mais petit à petit, vous découvrez. Vous dites, c'est pas possible. L'impensable. Vous dites, c'est pas possible. Le 24 août 2020, c'est une très belle journée d'été. Il fait très beau ce jour-là. C'est un jour d'été comme un autre, un dimanche. Il y a un homme d'une 50aine d'années qui se rend de lui-même à la gendarmerie de Poyestre, près de Perpignan, et qui fait une déclaration à l'accueil en disant qu'il a des révélations à faire sur une affaire de meurtre. Cet homme qui se présente est très calme. Les gendarmes vont l'installer dans une salle isolée et écouter ce qu'a à dire cet homme. Et il va faire des révélations d'une façon très posée. Il ne montre pas du tout d'émotion. Et il va quand même raconter qu'il a commis des meurtres. Le gendarme qui le reçoit, qui est à l'accueil ce soir-là, a du mal à le croire. Effectivement, quelqu'un qui se présente pour dire qu'il vient de tuer 4 personnes, c'est pas tous les jours. Cet homme va expliquer qu'il a tué 4 personnes et qu'il l'a tué d'une manière préméditée. Il a tout organisé avec un couteau et une arme à feu. Donc c'est une affaire effectivement qui sort totalement de l'ordinaire. 4 victimes sur une seule affaire, c'est une affaire hors norme. Et directement, on est plongé là-dedans. Nous sommes dans le Boulou, une petite ville située à la frontière espagnole, dans les Pyrénées-Orientales. C'est ici que vivent Georges et Michel, un couple de septuagénaires. Georges et Michel, c'est les enfants du pays, du pays catalan. Ils se sont rencontrés à une fête de village. Mes parents sont mis en couple assez jeunes. Ils se sont mariés, mon père il avait 19 ans et ma mère 18 ans. Alors pour les décrire, mes grands-parents, mon grand-père c'est drôle et bricoleur. Et ma grand-mère, c'est, on va dire, artiste. Parce que du coup, elle aimait beaucoup peindre et voilà.
c'était sa passion. Donc, Mon père était menuisier, il a toujours adoré travailler le bois. Mon grand-père était menuisier aussi, je pense que ça a joué là-dedans. Donc à 14 ans, il est parti en apprentissage. Et puis il a pu quitter le métier jusqu'à l'âge de 56 ans de mémoire. Mon grand-père, quand il travaillait, on va dire que quand il était jeune, content d'y aller. Et puis vers la fin, comme tout le monde, il n'avait plus forcément envie. Mais c'était quand même un métier de passion. Et il était content d'avoir un métier. Il dit toujours d'avoir un métier dans les doigts, c'est le plus important. Donc. Mon grand-père, il a tout fait chez lui. La table, les meubles, le bar. Voilà. Menuisier, donc tout en bois. Ma maman, elle nous élevait, ma sœur et moi, et dès qu'elle a voulu, elle a passé un concours pour entrer dans la justice, dans les tribunaux. Elle a passé un concours, elle l'a eu, elle était contente, fière d'accéder à ce diplôme-là. Ma grand-mère, elle était commis de justice, donc elle travaillait dans les tribunaux. Georges et Michel sont très proches de leurs 2 enfants et de leurs petits-enfants. Ils étaient contents d'être enfin grands-parents, voilà. Donc. Et au fur et à mesure donc, que mes enfants sont nés et que les enfants de ma sœur sont nés, voilà, ils étaient chaque fois heureux d'être grands-parents. Pour eux, on a l'impression que c'était un peu comme l'aboutissement, quoi. Ils étaient vraiment fiers de ça, quoi. Ben, comme tous grands-parents, on a droit de tout. Donc, de choisir le menu, ça c'était trop bien. Et voilà, on fait des jeux, on fait en gros ce que nous on voulait, on le faisait, quoi. Il n'y a pas d'interdiction. C'est des grands-parents qui adorent leurs petits-enfants, qui aiment bien les événements familiaux. C'est vraiment une famille unie et heureuse. Je rendais visite à mes grands-parents, c'était aléatoire. Tous les 2-3 jours sur les réseaux ou par appel, on s'écrivait. Quand j'ai réussi à revenir dans la région, on se voyait régulièrement. Il adorait le bricolage, donc il m'a aidé pour cette maison. Tout ce qui était possible de faire, on l'a fait ensemble. Voilà, donc il y a vraiment voilà, une très bonne entente, quoi. Retraité, le couple mène ainsi une vie ordinaire et paisible. Depuis toujours, ma mère adorait dessiner. Elle a toujours aimé ça. Et puis après, à la retraite, elle s'est dit, pourquoi pas me lancer un peu plus sérieusement là-dedans. Et elle s'est mise à acheter des toiles, à faire de la vraie peinture, donc pastel, acrylique, peinture sur verre également. Ma grand-mère se levait très tôt, donc c'était préparation du café, monter le café au lit. Après, c'était elle partait marcher, elle partait à la bibliothèque. Mon grand-père partait au jardin, il allait voir ses copains de jardin. Un peu pour cultiver le jardin, beaucoup pour discuter avec ses copains du jardin, voilà. Donc, mais bon, il adorait ça, il a toujours adoré la terre, cultiver. Après, il revenait, il mangeait, petite émission télé. Et après, c'était un peu de jardin, ou voir les amis, les voisins. Mes parents, voilà, durant toute leur vie, quoi, de ce que je me rappelle depuis tout petit jusqu'à maintenant, voilà, c'était un couple qui était vraiment fusionnel, ils étaient tout le temps ensemble, enfin, un couple qu'on pourrait en rêver, quoi. Une vie simple, c'est vrai, mais une vie, voilà, tout à fait tranquille, l'un avec l'autre, ils étaient heureux comme ça, quoi. Mes grands-parents, oui, ils étaient très heureux entre eux. Plus de 50 ans de mariage, donc c'est vraiment le couple comme avant, quoi. Ça donne envie. Enfin, nous, on se dit qu'en 50 ans de mariage, on ne le fera pas, mais oui. C'est une famille sans histoire, très heureuse, très aimante. À quelques kilomètres de chez Georges et Michel, à Perpignan, vivent Claudie et Alain. Un autre couple de retraités de 76 et 74 ans. Alain et Claudie, c'est un couple de septuagénaires. Ils ont eu une vie bien remplie. Donc Alain était agent EDF, et tandis que Claudie, elle, était comptable. Ce sont des gens très simples qui n'ont jamais fait parler d'eux, concrètement. Ils n'ont eu qu'un fils unique, qu'ils aidaient régulièrement, chez qui ils allaient, qu'ils avaient aidé largement à construire sa maison. Ils habitent Perpignan et ils ont des activités de retraités. C'est vraiment un couple sans histoire. Des gens tout à fait simples, agréables, qui participent aux repas du quartier, qui ont des relations de voisinage tout à fait ordinaires, même très très cordiales. Georges, Michel, Alain et Claudie sont donc 4 retraités sans histoire. Pourtant, le 23 août 2020, un homme va sceller leur sort, à tout jamais. Dans la soirée,
Un homme se présente à la gendarmerie de Poyestre pour dire qu'il va passer la nuit à la gendarmerie parce qu'il vient de tuer 4 personnes. Cet inconnu vient d'avouer le quadruple meurtre de Georges, Michel, Alain et Claudie. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que pendant que l'homme parle et raconte qu'il a commis 4 crimes, il explique très simplement et très calmement que la voiture qui est garée devant la gendarmerie, si on ouvre le coffre, on découvre les armes du crime, c'est-à-dire un fusil de chasse et un couteau qui traînent donc dans son coffre de voiture, et les gendarmes vont tout de suite aller voir, et effectivement il y a 2 armes. Le gendarme qui est très surpris, mais il lui demande d'attendre quand même, et il prend la précaution d'appeler ses collègues pour qu'ils aillent vérifier aux endroits qu'il a indiqués s'il y a des victimes ou non. C'est ce qu'ils font, ils se rendent sur les lieux, à Perpignan notamment en premier, et là ils appellent la gendarmerie de Poyestre en disant « gardez cet homme », parce qu'effectivement on vient de trouver déjà 2 corps. Pour eux, c'est une scène de crime. Ils vont savoir si l'homme qui leur a parlé dit la vérité, ne raconte pas, n'est pas un mythomane. Le dimanche 24 août, en début de soirée, les gendarmes de Poyestre arrivent à la hâte au domicile de Claudie et d'Alain. C'est une scène de crime assez horrible à voir. Donc l'homme n'a pas menti, l'homme ne racontait pas n'importe quoi. C'est une scène particulièrement terrible, d'après ce que décrivent les enquêteurs. Il y a beaucoup de sang, donc on passe de suite à un acharnement et on se demande encore plus quel peut être le motif de ce genre de crime. Les gendarmes constatent immédiatement qu'il n'y a pas de traces d'effraction sur la porte d'entrée, ni d'ailleurs sur les fenêtres ou autres. Ils en déduisent très rapidement qu'il s'agit d'un proche. En parallèle des premières constatations chez Claudie et Alain, une autre équipe de gendarmes se rend au domicile de Georges et Michel. Au bout, les gendarmes arrivent dans une villa d'un quartier pavillonnaire. Et ils remarquent tout de suite une porte-fenêtre qui est ouverte, et ils décident donc de rentrer dans cette maison où il n'y a aussi pas de traces d'effraction, et c'est un carnage en fait. Ils découvrent également un couple de septuagénaires décédés, tués à coups de couteau et à coups d'armes à feu. Pareil, ils gisent dans le salon de leur habitation. Suite à la découverte des 4 corps, les gendarmes de Poyestre préviennent les familles des victimes. Le compagnon à ma sœur est venu toquer à la maison, c'était vers 9h du soir, 21h, en me disant « il faut que tu viennes, faut que tu viennes. » Je lui ai dit « qu'est-ce qui se passe, Ah, viens. Et finalement, en insistant un petit peu, il m'a dit « voilà, les parents ont été assassinés, quoi. » Il y avait mon fils qui habitait encore chez nous, quoi. Donc lui, il a un petit peu pété les plombs. Ouais, il était très... Il a explosé, quoi, il a explosé. Mon frère, en fait, pour m'annoncer le décès de mes grands-parents, il m'a appelé. Et il a dit, est-ce que vous êtes à la maison? Et si oui, j'arrive. Et il est arrivé en moto, très nerveux, il a jeté son casque, il s'est mis à pleurer, il m'a dit, papy et mamie sont morts, il les a tués, il les a tués. Moi, j'ai tout de suite compris. Donc, je crois que c'est ma femme qui a demandé, mais c'est celui qui on pense, et le compagnon a dit, ben oui, ah, d'accord. Moi, j'ai pas compris de suite, et même sur place, j'ai pas compris. Je suis allée voir une gendarme, et elle n'a pas voulu me répondre, en fait. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé, est-ce que c'était vrai, est-ce que vraiment mes grands-parents étaient morts, mais elle n'a pas voulu me répondre. Et du coup, c'est mon père qui m'a dit que oui, papy et mamie étaient morts et qu'il fallait attendre, qu'on n'avait pas forcément plus d'informations et qu'il fallait rester dehors à attendre. En arrivant sur les lieux, évidemment, un attroupement de voisins, de familles, d'amis. Tout un tas de gendarmes ou policiers, enfin je ne sais plus trop. Je me suis avancé pour me présenter en tant que fils des victimes. Et je crois que c'est un officier de police judiciaire, il me semble, qui est venu vers moi et qui m'a expliqué rapidement que mes parents étaient décédés, que voilà. C'est très long dans les moments comme ça parce qu'on est resté vraiment une paire d'heures
Et c'est long parce qu'en fait, on attend. On voit des camions, des gens prendre des photos, des flashs, mais on ne nous répond pas. On nous laisse, on attend. On a demandé un peu plus de détails. Il nous a dit non, pour l'instant, on ne peut rien dire. Ce qu'on comprend après coup, on comprend très bien. Sur le coup, on a envie de savoir, voilà. Après, on comprend très bien qu'ils font leur boulot et c'est tout à fait normal. Voilà. Au domicile de Michel et Georges, les enquêteurs procèdent aux premières investigations et imaginent un scénario. La police, en fait, elle nous a appris qu'il a pénétré du coup chez mes grands-parents par la porte arrière le matin très tôt. Il a attendu qu'ils se réveillent pour commettre l'acte à leur réveil. Des autopsies sur les corps des 4 victimes sont ordonnées. L'autopsie révèle que pour le premier meurtre, donc à Perpignan, les 2 personnes ont été poignardées. La personne de sexe féminin a été poignardée de multiples coups de couteau, plus de 20 coups de couteau, donc c'est une sorte d'acharnement. Et puis la deuxième personne, elle, a été poignardée de quelques coups de couteau. En revanche, les examens des corps de Michel et Georges révèlent que le meurtrier n'a pas opéré, comme dans la première maison. L'autopsie révèle que sur le corps de sexe féminin au boulot, il y a des traces d'armes à feu, de balles, et également de coups de couteau. Donc on peut imaginer que l'assassin, le meurtrier, a d'abord tiré sur cette personne et ensuite a saisi un couteau pour la poignarder. Voilà, donc il y a 2 phases, ce qui rajoute encore en plus à l'horreur. Le fait que l'homme tire d'abord une balle et que sa victime n'est pas décédée et qu'il continue quand même avec un couteau, on peut imaginer que ça montre une certaine détermination. Il a un objectif qui n'est pas de blesser la personne, mais plutôt de la tuer, de l'assassiner, et qui va jusqu'au bout pour atteindre son objectif. Reste alors pour les enquêteurs à établir quel lien unissait le meurtrier à ses victimes. À la gendarmerie de Poyestre, l'homme placé en garde à vue, après avoir avoué le quadruple meurtre, est enfin identifié. Il s'appelle Thierry et il est sur le point de faire une révélation. C'est un homme de 50 ans, il est cuisinier de profession et surtout, il explique que les 4 personnes qu'il a tuées n'étaient autres que ses parents et ses propres ex-beaux-parents. Il explique que le couple que l'on a découvert à Perpignan, ce sont ses parents, en fait. On apprend que Thierry est donc arrêté suite à ces 4 meurtres. Donc Thierry, voilà, a été le mari de ma sœur. C'est le seul qui pouvait en vouloir un petit peu à mes parents parce qu'il n'avait pas d'ennemis connus du tout. Donc c'était le seul qui aurait pu vraiment leur faire du mal, quoi. Quand on a appris que c'était lui, ça ne nous a pas étonnés. Ça nous paraissait presque une évidence que ce soit lui, quoi. Mais alors que s'est-il passé entre Thierry, ses parents et ses ex-beaux-parents? Et surtout pourquoi dans la famille, personne ne semble être étonné de son geste? En audition, Thierry livre sa version des faits de ce samedi 23 août. Il explique qu'il avait décidé de tuer ses parents. Et il se serait donc rendu chez eux en premier lieu le samedi soir. Il aurait bu un café avec eux, donc il aurait discuté avec eux. Thierry a décidé à un moment de s'éclipser. Il est allé aux toilettes. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de passer à l'acte, c'est-à-dire qu'il est sorti des toilettes. Il a un couteau sur lui. Et là, il les aurait tués. Il
s'est précipité sur sa mère, il a asséné plusieurs coups de couteau. Et puis ensuite, il va s'en prendre à son père, qui va tuer de quelques coups de couteau. Il venait visiblement dans cette intention-là de les tuer, ce moment-là. C'était une rancœur qu'il avait mûrie, en tout cas nourrie depuis bien longtemps. Après cette scène, c'est ce qu'il raconte aux gendarmes. Il va fumer une cigarette tranquillement, puis il va décider de revenir chez lui. Il passe une soirée normale, il regarde la télévision comme s'il ne s'était rien passé. Alors, est-ce qu'il a conscience de ce qu'il vient de faire? Est-ce qu'on peut regarder la télévision lorsqu'on vient de tuer ses parents tranquillement? Il boit un café, il mange un morceau, il se couche, il dort. Et il se lève le lendemain matin à l'aube pour se rendre au boulot. C'est vrai que son comportement peut paraître assez aberrant, le fait qu'il passe la nuit chez lui avant de réitérer ses assassinats. On peut imaginer qu'il a ressenti une certaine satisfaction après s'être vengé de ses parents, après avoir rendu l'appareil et avoir fait du mal à des gens qui ont fait du mal dans son système de croyance. Un acte que Thierry avait prémédité depuis un moment. Quand Thierry se réveille le dimanche matin, il a vraiment l'intention d'aller tuer ses ex-beaux-parents. On peut penser que ce n'est pas pour discuter avec eux qu'il s'est déplacé. La veille, il savait qu'il allait peut-être commettre cet acte-là. Il a récupéré l'arme à feu de son père pour aller tuer mes grands-parents à moi. Il a été s'entraîner dans la forêt à tirer à l'arme. Pour être sûr, parce qu'il savait que mon grand-père était fort. Il arrive à l'aube au boulot. Il explique qu'il s'introduit dans la maison, à pas feutrer, j'imagine, pour qu'on ne l'entende pas. Il s'est caché dans la pénombre. Et il a attendu que ses ex-beaux-parents se réveillent. Et il leur a tiré dessus. Il est parti de chez mes grands-parents, du coup, après les avoir tués par la porte d'entrée. Et il est rentré chez lui. Bien décidé à tout raconter, Thierry poursuit ses explications. Il va raconter comme mobile, des mobiles en fait psychologiques et affectifs qui remontent à l'enfance. Vraiment, il regrette d'être fils unique. Il en veut à ses parents pour ça. Et il estime que sa mère n'était pas assez maternelle avec lui. Il affirme avoir tué ses parents parce qu'ils auraient été de mauvais parents. Alors visiblement, s'il va jusqu'à l'assassinat, c'est que pour lui, ça semble être une raison assez motivante pour arriver jusqu'à cet acte-là. C'est-à-dire que ça semble être un mobile, en tout cas pour lui, assez valable. Pour lui, oui, il s'agit d'une vengeance. Voilà, vous m'avez fait ça, moi je me fais justice. En fait, son terme exact, c'est ça. Je me fais justice. Je règle mes problèmes moi-même, je me fais ma loi. C'est comme ça qu'il raconte pourquoi il est passé à l'acte. Parce qu'il a eu une enfance malheureuse. Il a accumulé au fil des années une sorte de rancune qui est devenue une haine et qui a explosé donc le jour où il est passé à l'acte sur ses parents. Mais s'il justifie le meurtre de ses parents, les gendarmes tentent de comprendre ce qui l'a poussé à s'en prendre à Michel et Georges, ses ex-beaux-parents. Par rapport à ses ex-beaux-parents, Thierry évoque un différend qui est lié à la séparation. Il a l'impression qu'un complot a été monté contre lui. Suite au divorce de ma sœur avec lui, mais mes parents ont voulu tout faire pour protéger ou pour aider ma sœur, et donc ça lui plaisait pas. Je peux pas comprendre qu'on en arrive à un tel acte, mais je peux comprendre que ça nous énerve en fait, et d'être à bout d'une situation. Mais pour moi, il y a d'autres manières de régler les problèmes. Il est donc présenté au juge d'instruction chargé du dossier. Il est mis en examen pour 4 assassinats.
l'assassinat de ses parents et l'assassinat de ses ex-beaux-parents. Il est écroué. Comment cet homme, bien sous tout rapport, a-t-il pu sombrer dans une telle folie meurtrière? Pour le savoir, les gendarmes doivent se plonger dans la vie de l'accusé. Et ils sont loin d'imaginer ce qu'ils vont découvrir. À Poyestre, les enquêteurs se penchent sur le profil de Thierry. Il était assez proche de ses parents et assez proche de ses voisins également. Assez proche de tout le monde finalement. C'était un monsieur tout le monde, plutôt sympathique d'ailleurs. L'homme a été marié pendant 17 ans à la fille de Georges et Michel. Il s'est marié en 1994, à 25 ans, c'est un couple, il nage dans le bonheur. Il mène une vie tout à fait classique, on va dire. Et d'ailleurs, même, c'est un couple qui est, sur le papier, parfait. Il mène une vie tout à fait tranquille, avec 2 enfants qui marchent très bien à l'école, qui sont des enfants charmants, qui n'ont pas de problème. Leur couple fonctionne bien. Mais en 2010, la vie de Thierry bascule. Du jour au lendemain, l'homme change radicalement de comportement. Mais il a l'impression qu'on lui en veut. Il a l'impression qu'on veut même attenter à ses jours et il est persuadé qu'un collègue, en fait, veut le tuer. À cette époque-là, Thierry montre des signes de persécution, en fait. Il se sent persécuté. Il a toujours l'impression que des complots sont montés contre lui. C'est Thierry qui s'imagine ça. Et on comprend à ce moment-là qu'il a basculé dans la folie, en fait, parce que tout ce qu'il raconte est complètement faux et dénué de réalité. Dans les troubles délirants à thème de persécution, il peut y avoir un risque de violence, d'agressivité, parce que la personne va vouloir se défendre envers ses persécuteurs parce que la personne est en danger. Et après, il commence à fixer un peu sur son épouse de l'époque, en pensant qu'elle le trompe, qu'elle a un amant, et là, il se met ça dans la tête, et l'idée grandit, au point que ça en devient insupportable. Elle décide de consulter un médecin, d'aller à l'hôpital, et c'est donc la première fois que Thierry rencontre le milieu psychiatrique. Il y a une confirmation qui va être faite. En fait, effectivement, Thierry souffre d'une maladie mentale qui a été très aiguë à ce moment-là en 2010 parce qu'on a parlé plus tard de décompensation. Alors le terme de décompensation est utilisé en psychiatrie pour définir un moment où la personne passe du normal au pathologique. Donc c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui va peut-être déclencher le début du trouble. Pour lui, il n'était pas malade, il a été diagnostiqué pourtant avec des troubles paranoïaques, avec des délires de persécution, à ce moment-là, déjà. Mais pour lui, c'est impossible à entendre. La paranoïa avec délire de persécution est classée dans les troubles psychotiques. La définition des idées délirantes, c'est tout un système de croyances qui vont être prises pour des vérités malgré la preuve du contraire. Donc malgré les évidences qui prouvent que mes croyances sont fausses, je vais quand même croire que c'est vrai. Et je vais prendre mes croyances pour des vérités absolues et ça va justifier mes comportements après. C'est une des pathologies les plus lourdes à traiter. Parce qu'on n'est absolument pas conscient d'être malade et tout ce qu'on nous dit de l'extérieur, c'est justement le complot qui nourrit encore plus la pathologie. Donc c'est vraiment un cercle infernal. Pour calmer ces crises, un traitement médicamenteux est prescrit. Mais Thierry ne le suit pas assidûment. Pour les proches, c'est évident qu'il est malade, mais pour lui, c'est pas évident du tout. Et donc c'est pour cette raison que Thierry ne se soigne pas toujours, c'est-à-dire qu'il ne prend pas ses médicaments. Si une personne atteinte d'un trouble psychotique, d'idées délirantes, de persécution, ne prend pas son traitement, ça peut avoir un impact important dans leur quotidien et sur la manifestation et la sévérité de leur trouble. Son ex-épouse, à un moment donné, l'a quitté
vit à une adresse qu'elle dissimule parce qu'elle subit aussi beaucoup de harcèlement à cette époque-là. Et un soir de Noël, il trouve un moyen pour qu'elle vienne à son domicile pour récupérer les enfants. Il est en famille pour voir ses enfants. Il va s'en prendre à sa femme. Il va tenter d'étrangler sa femme et ce n'est que grâce aux enfants qui sont arrivés dans la pièce où ça s'est passé qu'il est arrêté. Sa femme, depuis ce jour-là, depuis ce Noël-là, a très peur de lui et veut plus le voir, avoir contact avec lui. Suite à cette agression, la fille de Georges et Michel demande le divorce. Un divorce est prononcé par la juge des affaires familiales. Et aussi une mesure d'éloignement, c'est-à-dire que Thierry ne peut plus approcher sa femme et ses enfants. Et donc il a vraiment une interdiction légale, formelle. Il ne peut plus les rencontrer. Thierry, même s'il est sous le coup d'une ordonnance d'éloignement par rapport à ses enfants et son ex-épouse, il va tout faire pour rentrer en contact avec ses enfants notamment. Il les épie, il les suit, il les attend aux arrêts de bus, il les harcèle de messages sur leur téléphone portable, jour et nuit. Il leur fait du chantage affectif, ce qui est extrêmement dur à vivre pour les enfants. C'est ce que racontent les enfants. Le fait qu'il divorce et qu'il soit plus en contact avec ses enfants, c'est sûr que ça constitue un bouleversement énorme dans sa vie. Ça va constituer un grand changement dans sa routine et dans son quotidien. Il ne doit pas s'approcher de sa famille, mais en fait, il le fait, il enfreint la loi et du coup, la justice va le condamner. Et il va être condamné à 3 mois ferme pour non-respect des restrictions. Mais avant sa détention, Thierry laisse un message, pour le moins troublant, sur le répondeur de ses ex-beaux-parents, Georges et Michel. Son ex-belle-mère travaillant dans le milieu de la justice, il a l'impression qu'on s'en est pris à lui et que du fait de cette position de sa belle-mère, on a pu l'envoyer en prison. Ce qui n'est absolument pas le cas dans la réalité. Il faut quand même le préciser, ce n'est absolument pas parce que son ex-belle-mère était bien placée au niveau de la justice. Ça n'a rien à voir. Il pense que c'est son ex-belle-mère qui est coupable de son enfermement. Et il va téléphoner à ses ex-beaux-parents pour les menacer. Ce sont des menaces de mort. Il se déplaçait à domicile pour les menacer. C'était des messages sur le répondeur, c'était des menaces de mort. Je vous tuerai. À sa sortie de prison, en novembre 2014, après 3 mois de détention, Thierry semble plus apaisé. Un état qui ne va pourtant pas durer. Il y a une période de calme total pendant 6 ans, où d'ailleurs son ex-épouse le dit assez bien, que ça s'était apaisé et que lui-même avait trouvé une solution pour atténuer sa pathologie. Et donc tout le monde pensait que c'était bon, que c'était fini. Il va se tenir tranquille, il va plus faire parler de lui, et donc ses beaux-parents vont oublier les menaces de mort qui étaient sur leur répondeur téléphonique et vont continuer à mener leur vie tranquillement. Ça a l'air d'avoir été efficace, cette peine de prison. Peut-être qu'il a à ce moment-là conscience de ce qu'il a fait. Au fil des années, semble-t-il, il a continué à nourrir cette envie de vengeance, ou en tout cas de se faire justice. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Est-ce qu'il n'a pas pris des résolutions? Est-ce qu'il ne s'est pas dit qu'il allait préparer le meurtre de ses futures victimes? On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais en tout cas, voilà, un beau jour, il est passé à l'acte. Le fait d'être isolé pendant 6 ans, de ne pas avoir trop de contact avec les autres, ses croyances ont été renforcées. On peut imaginer que ça a pu mener à cette violence-là et au passage à l'acte. Après plusieurs mois d'enquête, la juge d'instruction ordonne des expertises médicales. En jeu, la tenue ou non d'un procès devant les assises. Et immédiatement, vu le contexte, vu la situation, vu les conditions dans lesquelles ces gens ont été tués, une expertise psychiatrique est ordonnée par le juge qui sera menée par un collège d'experts. En clair, est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il peut être jugé? Est-ce qu'il est responsable ou non de ces actes?
à Poyestre, dans le courant de l'année 2021. Thierry, mis en examen pour le meurtre de ses parents et de ses ex-beaux-parents, est présenté à plusieurs experts psychiatres. Les troubles psychiatriques sont des maladies. Donc en France, on soigne les maladies. Donc c'est vrai que s'il y a une maladie psychiatrique au niveau judiciaire, on ne les punit pas parce qu'ils sont malades. Donc on les soigne. L'expert va dire si au moment du passage à l'acte, c'est-à-dire au moment où il a poignardé ses parents et ensuite commis un double assassinat sur ses ex-beaux-parents, s'il était vraiment en possession de ses moyens, s'il était conscient de ce qu'il faisait. La première expertise conclut à une altération du discernement, ce qui implique qu'il souffre de troubles de la personnalité, mais qu'il est en capacité d'être jugé par une cour d'assises pour les faits qu'il a commis. Mais la juge d'instruction a pris la décision de faire appel quand même parce que ça lui allait pas. Pour elle, elle voulait qu'il n'y ait pas du tout d'altération, qu'il soit vraiment coupable à 100%. La seconde expertise tombe, et alors là, comme un couperet sur les proches des victimes, parce qu'elle conclut à une abolition du discernement. Ça veut dire qu'il est irresponsable de ses actes, et ça veut dire qu'il est impossible de le juger. Pour moi, ça peut être ça, l'altération du discernement. Pendant un moment, on pète un plomb, voilà, on fait une grosse bêtise. On n'a plus été nous-mêmes, on a fait n'importe quoi, mais on ne se contrôlait plus. L'abolition, ça veut dire que, pour moi, il est en dehors de la réalité, il est peut-être dans son monde. S'il y a abolition, pour moi, c'est à long terme. Ce qui voudrait dire que si on en restait là, il n'y aurait pas de procès au pénal, il ne serait pas jugeable au vu de la loi. Donc ça, c'est quelque chose qui pour nous est insoutenable. On ne peut pas laisser quelqu'un qui a tué 4 personnes aller en psychiatrie, c'est trop facile. Et le problème, nous, ce qu'on a appris, c'est que si on en arrive à ce stade-là, comme il n'est pas jugé, il n'est pas coupable, et en plus, il y a le secret médical. Donc nous, la famille des victimes, on ne serait plus tenu au courant de rien du tout. Donc là, je me suis vraiment dit, il faut y aller là. C'est maintenant le combat et ça va peut-être payer, j'espère. Pour moi, il ne faut pas être fou pour tuer quelqu'un. Et surtout, si jamais, à mes yeux, il y avait un trouble au moment des faits, on ne le revendique pas autant. On n'est pas fier autant, on ne fait pas la reconstitution avec autant de joie. Quand on est content à ce point de faire ce qu'on fait, c'est qu'on est tout à fait conscient et normal. Et après 2 ans, la famille obtient finalement qu'une 3e expertise soit réalisée. Une 3e contre-expertise pour en fait que tout le monde se mette d'accord et pour évaluer son degré de responsabilité pénale. Cette expertise a été effectuée. On attend les résultats qui devraient donc dire s'il sera présenté à une cour d'assises ou non. La 3e et dernière expertise, c'est notre dernière chance. Et dans tous les cas, quand elle tombera, on n'aura plus d'autres alternatives. J'ai pas peur du résultat. J'ai hâte de savoir, pour savoir si j'ai gagné le combat. On attend la 3e expertise avec impatience pour vraiment savoir s'il y aura un procès et donc une possible peine de prison ou pas. Pour notre famille, au sens large du terme, ça reste une personne dangereuse. Parce qu'il a fait ça sur 4 personnes de sa proche famille. Il peut faire ça encore sur ma sœur, sur ses enfants à lui, sur nous, sur les tontons, les tatas, voilà. Donc, et pour moi, il est encore dangereux. Dans l'attente des résultats d'expertise et d'une éventuelle date de procès, Thierry reste en détention provisoire. Cet homme réclame un procès. Lui, il veut un procès. Alors, pour différentes raisons. La première, c'est qu'il dit qu'il n'est pas malade. Et il ne se considère toujours pas comme souffrant de quelconque pathologie à ce point-là. Il pense qu'aucune pathologie ne peut justifier en fait les actes qu'il a commis, dont il assume totalement la responsabilité. Il veut s'expliquer devant la justice, devant des jurés. Il veut un procès. S'il est jugé, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Assorti d'ailleurs d'une peine de sûreté puisqu'on a 4 victimes.
Et il semblerait que maintenant, ce sentiment de persécution se tourne maintenant vers d'autres personnes de sa famille et aussi du personnel pénitentiaire. Il est dans une nouvelle phase contre d'autres personnes, ce qui est assez inquiétant d'ailleurs en soi. Quant aux familles des victimes, elles espèrent avoir enfin une réponse judiciaire à cette affaire. Pour moi, on aurait pu éviter ce drame, enfin, du moins essayer. Quand mes grands-parents ont reçu les menaces, eux, en fait, ont été portés plainte, faire des mains courantes à chaque fois. S'il y avait des messages sur le répondeur, l'enregistrer, l'apporter, pour vraiment montrer leur bonne foi à eux en disant on est en danger. Mais c'est toujours classé sans suite. On essaye de faire tout ce qu'on peut. On essaye de faire un petit peu bouger les choses, faire comprendre que ça nous paraît fou qu'il n'y ait pas de procès dans ce genre d'affaires-là. Pour moi, mes grands-parents sont décédés à cause de la justice qui n'a pas bougé. On a l'impression qu'il y a plus d'attention sur les futurs coupables que sur les vraies victimes. Voilà. Après, voilà, c'est un ressenti en tant que victime, mais c'est vrai, on a l'impression que les pauvres, il faut les protéger, les meurtriers, on ne sait jamais pourquoi il a fait ça, machin. Les victimes, oh, c'est pas grave, on va passer à autre chose, quoi. Et je pense qu'on n'est pas les seuls, malheureusement, je pense que c'est le cas de beaucoup. Alors nous, on essaye de faire bouger les choses, de faire médiatiser, de nous faire entendre pour la mémoire de nos grands-parents. La famille réclame à corps et à cri remis ciel et terre pour qu'il y ait une peine de prison prononcée, pour être sûr de l'endroit où il est, et non pas qu'il soit placé dans un établissement psychiatrique où à tout moment il peut ressortir. Si on arrive à avoir un procès au pénal, moi, la seule chose que j'attends, c'est qu'il soit enfermé à vie. Pour que notre famille puisse continuer à vivre le plus normalement possible et ne plus être sous la menace de ce personnage, quoi. Voilà. En tant que victime, je pense qu'on a le droit, c'est la moindre des choses, de se dire il est enfermé dans une prison. Mon seul but, il est là. Tout le reste, je m'en moque. J'attends pas de réponse de sa part, j'attends pas d'explication de sa part, j'attends pas d'excuses de sa part. Donc voilà. Mon seul but à moi, c'est que la justice l'enferme à vie. Début août 2022, les résultats de la 3e expertise psychologique concluent finalement à une altération du discernement de Thierry, et non à une abolition de ce discernement. Un procès aura donc lieu. Dans l'attente de ce dernier, Thierry reste présumé innocent. On est dans les Landes, Isos, petit village à proximité de la sous-préfecture d'Ax. C'est un village rural, extrêmement paisible. Le 1er février 2020, donc, Victor dit à son papa qu'il a rendez-vous. Victor est un garçon de 16-17 ans, et puis ce soir-là, comme n'importe quel adolescent, il va à un rendez-vous, et qui pour lui, pense-t-il, est un rendez-vous amoureux, plein de promesses. Et il se trouve qu'il arrive 21h30, 22h, et Victor n'a donné aucune nouvelle. Victor est un garçon qui prévient, et son père est extrêmement étonné de ne pas avoir de nouvelles alors que la nuit s'avance. C'est inquiétant, étant donné que Victor, c'est pas quelqu'un qui aurait fugué. C'était pas du tout son style, du tout. Et c'est donc le lendemain matin, tout de même, que là, la panique s'empare des uns et des autres. Donc le papa de Victor s'est inquiété. Donc tout de suite, il est parti au commissariat de Dax. Les enquêteurs vont le prendre extrêmement au sérieux. Cette absence de Victor ne colle pas avec sa personnalité. Vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé, il s'est fait mal, il s'est fait faucher par une voiture. Vous voyez, toutes ces questions bizarres qui vous taraudent. Donc effectivement, inquiétude, angoisse, une grosse angoisse, quoi. Isos,
un petit village dans les Landes, à côté de Dax. C'est ici que vit Victor, un jeune adolescent de 17 ans. Victor vit avec son père, le couple parental s'est séparé. Il a privilégié effectivement la résidence chez son papa. Victor, dans la vie de tous les jours, c'est un enfant qui est proche des gens, qui est proche de nous. C'est vraiment un enfant qui a la tête sur les épaules, qui demande qu'à vivre. Hein. Très gentil, plein d'amour, très, très respectueux. Un amour de garçon, quoi. C'est un garçon qui suit des études tout à fait normalement, qui est parfaitement intégré, qui a des réseaux d'amis. La plupart de ses amis et de ses proches décrivent un garçon sans aucun problème. Victor, je l'ai rencontré au lycée, à côté de Bordeaux. Donc on était dans la même classe. C'est quelqu'un qui était tout le temps de bonne humeur, qui souriait tout le temps, qui aimait profiter de la vie. Victor était très compétiteur, donc très bon élève. L'idée, c'est aussi de faire des études de commerce pour pouvoir avoir son propre magasin de chaussures de sport et d'avoir sa propre collection de vêtements à son nom. C'est son but. Passionné de sport, Victor est également un athlète confirmé. C'est un garçon qui est focalisé à cette époque-là sur son sport, l'athlétisme, qu'il pratique à un haut niveau. Victor, il est champion des Landes de 800 mètres. Il a un surnom d'ailleurs, à l'US Dax, il appelle le guépard. C'est quelqu'un qui est petit de taille, qui est très costaud, qui fait attention à lui, qui fait attention à ce qu'il mange. Si on pouvait résumer Victor dans ce sport, c'est un esprit sain dans un corps sain. En 2019, le jour de la fête des Mères, il a gagné le 800 mètres à Mont-de-Marsan. Et il faut savoir qu'il s'entraîne plusieurs fois par semaine. Son but, c'est champion des Landes, champion de France, champion d'Europe, champion du monde et champion olympique. À côté de ses entraînements, Victor s'accorde quelques sorties. Le samedi 1er février 2020, aux alentours de 20h30, il se rend à un rendez-vous. Le père sait que son fils est un fils sérieux, qu'il va rentrer vraisemblablement à une heure décente et raisonnable. C'était pas dans ses habitudes de disparaître, de pas revenir. Pourtant, à partir de ce soir-là, plus personne dans l'entourage de Victor n'aura des nouvelles du jeune homme. Au matin du 2 février, à la gendarmerie de Dax, le père de Victor signale aux officiers que son fils n'est pas rentré de la nuit et qu'il ne répond plus au téléphone. Il signale qu'il y a une disparition pour lui qui est inquiétante parce que il explique effectivement aux enquêteurs que voilà, c'est pas le comportement de son fils que de rester comme ça sans nouvelles, de ne pas se signaler. C'est-à-dire que on met tout de suite et immédiatement une croix sur la fugue. Ça ne correspond pas à la vie de Victor et ça ne correspond pas à sa personnalité non plus. Il n'a aucune raison de disparaître dans la nature. Et c'est ça qui interroge tout le monde. Et puis, il y a aussi un élément quand même fondamental dans la disparition, c'est qu'on ne parle pas de la disparition d'un adulte ni d'un majeur, on parle de la disparition d'un mineur. Pour les gendarmes de Dax, retrouver Victor devient la priorité. La ligne téléphonique de l'adolescent est analysée, ses messages sont passés au crible.
Donc là, il voit un message de Chloé, justement, qui leur permet de trouver une piste. Chloé est une ex-petite copine de Victor, et donc on peut soupçonner qu'elle est une des dernières personnes à l'avoir rencontrée, et donc très vite on se focalise sur Chloé. Alors Chloé aurait-elle des informations sur la disparition de Victor? Que s'est-il passé le soir du 1er février 2020? À Dax, la gendarmerie est en alerte. La dernière personne à avoir rencontré Victor serait Chloé, une jeune fille dont il aurait fait la connaissance 6 mois plus tôt. En août 2019, donc Victor se rend aux fêtes de Dax. Il habite à côté, tous ses potes y vont. C'est un moyen de se retrouver pour faire la fête et profiter d'une grande soirée festive. Lors de ces fêtes de Dax, donc, il rencontre Chloé. Elle a 16 ans. Chloé tombe vite sous son charme. Ce soir-là, ils flirtent ensemble et ils décident les deux ensemble de se rejoindre chez Victor. Donc apparemment, ils auraient couché ensemble ce soir-là. Ils vont avoir une relation sentimentale, amoureuse et sexuelle. Mais après cette soirée, Victor se serait montré distant envers la jeune femme. Après cette soirée-là, Victor n'a donné aucune nouvelle à Chloé. Il voulait plus en entendre parler. Pour lui, c'était juste l'histoire d'un soir. Victor, il a du mal à se fixer. C'est-à-dire que lui, il est peut-être pas dans une relation de nature à durer. Victor, c'est quelqu'un qui plaît beaucoup aux filles. Il n'a pas besoin de draguer ou de séduire. Et il a beaucoup de filles à ses pieds. Chloé, donc, l'a mal vécu. Malgré les relances de Chloé, Victor ne donne aucune nouvelle, aucun signe de vie. Les enquêteurs se penchent sur cette relation entre les deux adolescents. Et Chloé est convoquée à la gendarmerie. Très vite, la jeune fille va faire des révélations. Chloé raconte qu'elle aurait été violée par Victor aux fêtes de Dax, donc l'année précédente. Elle dit qu'elle a été agressée, mais je veux dire qu'on n'a strictement aucun détail qui est donné. Donc elle va partir sur le terrain que cette relation d'il y a quelques mois est une relation qui n'était pas une relation consentie. Ce qui est troublant, c'est que Chloé n'a jamais porté plainte. Et elle a attendu d'être auditionnée pour parler de ce viol. Chloé n'a jamais déposé plainte. Elle n'en a même pas parlé, je veux dire, à sa mère, dont on sait qu'elles sont extrêmement proches. Les proches de Victor et sa famille réfutent les accusations de Chloé. Bien évidemment, c'est faux. Ça va de soi. C'est faux. C'est même, je veux dire, c'est impensable. Je veux dire, mon fils, c'est l'amour. Vous voyez, c'est l'amour incarné. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, non. Il forcerait jamais personne à faire quoi que ce soit. Il n'a jamais forcé personne. Donc, voilà. Non, mon fils, il n'a rien fait. Victor n'était pas connu pour faire une agression verbale ou physique ou sexuelle envers une femme. Il était connu parce qu'il était gentil, adorable, etc. Et en aucun cas, il voulait faire de mal à une femme. Les gendarmes s'intéressent alors de plus près au profil de Chloé et découvrent que la jeune fille serait en pleine crise d'adolescence. Chloé est une jeune fille qui aime plaire, qui aime charmer, qui aime séduire. C'est une jeune fille qui est dépeinte comme étant par certains une espèce de petite princesse auquel il faut peu résister peut-être aux caprices. Elle est issue d'une bourgeoisie
Elle habite dans un château, elle a tout le temps des habits de marque. Elle aimait montrer qu'elle avait des sous. Elle est élevée essentiellement depuis des années et des années par sa mère. On pourrait même dire, au-delà d'élever, couvée par sa maman. Elle a perdu son père alors qu'elle était extrêmement jeune. À la gendarmerie de Dax, Chloé est de nouveau interrogée. Mais cette fois-ci, au sujet des derniers messages échangés avec Victor. Et très vite, on va effectivement savoir qu'il était prévu que Victor ait un rendez-vous avec Chloé. Et à partir de là, petit à petit, les enquêteurs vont débobiner la pelote de laine et tirer sur ce fil-là. Les gendarmes décident à ce moment-là de regarder la ligne téléphonique de Chloé. Ils découvrent que, après que Chloé ait donné rendez-vous à Victor, elle a pris contact avec Lucas. Chloé et Lucas se connaissent depuis la rentrée scolaire 2019-2020. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'ils se sont mis ensemble. Mais alors Chloé et Lucas, tous deux âgés de 16 ans, auraient-ils un lien avec la disparition de Victor? Victor avait rendez-vous avec soi-disant son ex. Et au final, ça a été plus compliqué que ça. Et sur le moment, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous ne savez pas s'il a été tué, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous ne savez pas du tout. Mais petit à petit, vous découvrez. Vous dites, c'est pas possible. L'impensable. Vous dites, c'est pas possible. Dans les Landes, 24 heures après la disparition de Victor, une enquête pour enlèvement et séquestration est ouverte. Les investigations se portent désormais sur Lucas, le petit ami de Chloé. Après que Lucas ait été localisé, les gendarmes décident de se rendre chez Lucas. Et du coup, ils font une perquisition directement dans sa chambre. Et c'est là où ils trouvent des vêtements, un jean, un t-shirt, un sac à dos plein de boue. Il aurait fait une mauvaise rencontre qui aurait entraîné une bagarre et ce qui expliquerait effectivement l'état de ses vêtements. On lui aurait volé son portable. Donc les gendarmes embarquent Lucas. Et là, soudainement, Lucas raconte la vérité dans la voiture. Et il dit clairement qu'il s'est battu avec Victor. Le jeune homme explique avoir retrouvé Victor le samedi 1er février 2020 aux abords d'un tunnel. Les gendarmes décident de se rendre sur les lieux. C'est à côté d'un champ, dans un endroit assez perdu. Mais pour les gendarmes, c'est une fausse piste, étant donné que c'est excentré, qu'il n'y a aucune trace de lutte, qu'il n'y a rien de suspect. Pourtant, sous ce tunnel, Lucas finit par craquer et révèle aux gendarmes ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Lucas, il est sur l'hypothèse d'une rixe qui, malheureusement, tourne mal. Une rixe dans laquelle il aurait, en quelque sorte, vu sa vie être mise en danger, puisque Victor aurait pris, dans un premier temps, le dessus sur lui. Et dans une espèce de réflexe de survie, il aurait réussi à maîtriser Victor. Il aurait fermé les yeux et ne serait pas rendu compte qu'il y avait un phénomène d'étouffement, de strangulation. Il parle que sur le coup de l'adrénaline, il aurait donné des coups sur le sol avec la tête de Victor. Victor a perdu connaissance.
Lucas a donc pris Victor sous le coup de la panique et l'a traîné jusqu'à un champ pour l'enterrer. Immédiatement après cette révélation, Lucas indique aux enquêteurs où il a enterré le corps de Victor. Et ils ont retrouvé le corps, sans vie, tout simplement, près de l'hôpital de Dax, juste derrière, dans un champ un peu plus loin. Lucas conduira également les gendarmes vers un autre endroit qui est celui où il a enterré les vêtements de Victor, puisque manifestement Victor a été déshabillé post-mortem, laissé nu et enterré nu, les vêtements étant enterrés et cachés plus loin. J'ai appris à 1h17 du matin, je crois que c'était 1h17 ou 1h07, quelque chose comme ça, par mon ex-mari, donc le papa de Victor, qui m'a appelé pour me dire qu'ils avaient retrouvé mon fils mort. Vous imaginez? Et j'en savais pas plus, je ne savais pas de quoi il était mort sur le moment. Et là, ma vie s'effondre. Là, vraiment. Mais on le trouvait mort, quoi. Donc vous dites, mais pourquoi il... Quoi qu'est-ce que c'est? Et là, vous vous dites, ça y est, je rentre dans un cauchemar et je me dis, je vais pas pouvoir me réveiller. J'étais complètement abasourdi, je savais plus quoi dire. J'ai même pas regagné le cours, je suis parti en pleurant. Je savais pas quoi faire. Pour moi, j'avais perdu quelqu'un d'important pour moi. Après ses aveux, Lucas est placé en garde à vue. Dans le même temps, le corps de Victor est autopsié. Le rapport des médecins légistes est sans ambiguïté. Le décès de Victor est dû à un étouffement, avec un phénomène qui est un phénomène de strangulation au niveau du cou, peut-être d'ailleurs avec un membre ou un avant-bras, mais également, et ça n'est pas négligeable de le signaler, avec une obstruction au niveau des voies respiratoires. Ce qui est également singulier tout de même dans les rapports des médecins légistes, c'est que, contrairement à la thèse de Lucas, on ne retrouve pas de traces de lutte sur le corps de Victor, nulle part. Les enquêteurs cherchent désormais à comprendre comment ce jeune homme, a priori sans histoire, a pu en arriver à tuer Victor, qu'il ne connaissait pas. Lucas est un très bon élève. On dirait un jeune homme, selon la formule consacrée, bien sous tout rapport. Il a une éducation également catholique, puisque lui et Chloé sont dans un établissement privé catholique. Il y a un phénomène de bascule dans la vie de Lucas, c'est sa rencontre avec Chloé. La plupart de ses amis s'accordent à dire qu'il a changé. Lucas, quand il est tombé vraiment amoureux de Chloé, a commencé à mal tourner. Il a commencé notamment à prendre du cannabis, à boire de plus en plus d'alcool. Et oui, il était complètement sous l'emprise de Chloé. Et il discute de cette histoire que Chloé rapporte à Lucas, de cette agression sexuelle qu'elle aurait subie. Il y a une espèce d'engrenage qui se met en place et une construction intellectuelle réfléchie qui consiste à dire il faut que Victor paye. Lucas, lorsqu'il apprend que Victor aurait violé Chloé, il nourrit un sentiment de haine envers Victor. Lucas, dans un premier temps,
Sa version, c'est de dire « je suis le chevalier blanc ». J'ai la femme que j'aime qui me dit qu'elle a été agressée sexuellement. Eh bien moi, je suis le garçon, je suis son homme et je vais régler ça. Elle ne veut pas en parler à sa famille, elle ne veut pas aller déposer plainte à la brigade de gendarmerie, alors c'est à moi à faire le nécessaire et à donner une leçon à une espèce de pseudo-concurrent. Pour les gendarmes, le scénario d'un guet-apens se dessine. Face aux enquêteurs, Lucas décrit la façon dont il aurait tendu un piège à Victor. Donc Victor, lui, se rend à ce rendez-vous pensant du coup avoir affaire à Chloé pour parler. Et au final, il tombe nez à nez devant le petit ami de Chloé, qui est Lucas. Il s'est rendu au lieu de rendez-vous à la place de Chloé. L'intimider, lui faire peur, c'était ça le but. Que s'est-il passé? Un échange de coups de poing, très vraisemblablement. Et puis, au cours de cet échange, celui qui a le plus peur des deux, c'est Lucas. Lucas, à ce moment-là, ne se maîtrisait plus, n'avait pas perdu l'esprit, encore qu'on n'en était pas loin, mais ne savait plus ce qu'il faisait et en aucune manière. Il n'accomplissait le dessein de tuer un jeune garçon de son âge, jamais. Pour moi, jamais. Mais parce que à peine les faits ont-ils été commis, que déjà Lucas a la conscience lourde, que déjà il est envahi par un sentiment de culpabilité aigu. Ce jeune homme, ce garçon-là ne ment pas lorsqu'il affirme « je ne voulais pas tuer ». Mais 3 jours après le décès de Victor, et alors que Lucas est toujours gardé à vue, la gendarmerie fait face à un événement inattendu. Lucas est interrogé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Dax. Et à l'occasion d'une pause cigarette sur le parking de la brigade de gendarmerie, Lucas va vouloir fausser compagnie à l'escorte. Et il va le faire, il va s'enfuir. Ça ne durera pas très très longtemps, mais manifestement, on a cette velléité de se soustraire, de ne pas aller jusqu'au bout de cette garde à vue. Et il nous dira qu'il s'agissait pour lui finalement d'échapper à une confrontation qui devait être organisée dans les minutes qui suivent entre lui-même et Chloé. Car de son côté, Chloé est de nouveau entendue. Et selon elle, Lucas serait l'unique responsable dans la mort de Victor. Chacun s'accorde à dire que Lucas, il avait des propos extrêmement fermes, extrêmement durs. Je vais tuer Victor, je vais m'occuper de son cas, etc., etc. Lucas a-t-il dit « je vais tuer Victor » et s'il l'a fait, s'il a prononcé cette phrase, doit-on y voir l'annonce d'une volonté? Mais absolument pas. Lucas n'a jamais pu imaginer de manière froide, en ayant réfléchi, tuer un garçon de son âge. Ça ne correspond ni à ce que l'on sait de lui, ni à ce que les psychologues et les psychiatres, 3 psychiatres l'ont examiné, nous ont dit de son cas. Ça n'a strictement rien à voir. Il n'est pas impulsif, il n'est pas pervers. Quelques semaines auparavant, il y a eu une rencontre avortée avec Victor, Lucas et un autre ami qui était là aussi destiné à lui faire peut-être un mauvais sort ou un mauvais coup. Chloé va aussi révéler aux gendarmes que Lucas lui aurait envoyé un message après les faits, donc vers 22h, en lui disant le lion a mangé sa proie.
dans le langage commun, on voit à peu près ce que ça veut dire, et notamment et malheureusement à l'aune du décès de Victor. Lucas a indiqué que 2 formes de messages étaient prévues. Un message, si tout s'était bien passé, et un message au contraire, si les choses avaient dégénéré. Et le lion a mangé sa proie était le message prévu dans l'hypothèse où les choses ne se seraient pas bien passées. À l'issue de leur garde à vue respective, Lucas et Chloé sont mis en examen pour assassinat et complicité d'assassinat. Si Lucas est incarcéré, de son côté, Chloé est placée sous contrôle judiciaire. Autrement dit, la jeune mineure reste libre. Quelques jours plus tard, le 8 février, dans le centre-ville de Dax, plusieurs centaines de personnes se réunissent pour rendre un dernier hommage à Victor. L'émotion qui a été suscitée après la disparition de Victor était immense. Ça a été le drame, on va dire. Ça a été un énorme choc pour tout le monde. Même pour ceux qui connaissaient très peu Victor. C'était quelqu'un à qui je parlais beaucoup, je disais tout. Quelqu'un de très joyeux. On a fait toutes les conneries ensemble. Je l'oublierai jamais. C'était comme un frère pour moi. Mais alors que l'émotion est encore vive, 1 an après le drame, l'affaire va rebondir avec un 3e suspect, lui aussi âgé de 16 ans, au moment des faits. À Dax, 1 an après le meurtre de Victor, la justice poursuit son enquête. Dès lors qu'une procédure d'instruction est ouverte, il est évident que des investigations sont faites tous azimuts, mais il y a aussi des investigations techniques, et notamment sur les téléphones des uns et des autres qui ont été saisis et placés sous scellé. Les gendarmes, après avoir fait plusieurs recherches, ils découvrent des messages entre Chloé, Lucas et un certain Théo. Théo est donc le meilleur ami de Lucas. Ils se connaissent depuis le CE2. Théo, je serais tenté de dire qu'on est dans un phénomène de gémellité par rapport aux autres protagonistes. C'est-à-dire qu'on a affaire à des jeunes qui sont élevés avec une certaine morale, dans une tradition chrétienne, et puis on le retrouve là, mêlé à une affaire sordide, avec un plan de mort qui est mis en place. Ce que la justice reproche à Théo, c'est d'avoir eu connaissance du guet-apens tendu à Victor. Théo va se défiler, hein, il n'ira pas sur les lieux, peut-être qu'il pressent que c'est quelque chose qu'il dépasse et il ne veut pas y aller, mais il n'ignore rien, et surtout, non seulement il n'ignore rien, mais en connaissance de cause, il ne fait rien. Son seul tort, finalement, est de connaître Lucas et d'avoir pour lui, ce sont des amis. Mais alors Théo était-il au courant du piège tendu à Victor? Quel rôle a-t-il joué dans cette affaire? Le 17 février 2021, Théo est placé en garde à vue et livre sa version.
Lucas contacte donc Théo juste après les faits, vers 22h, en lui demandant qu'est-ce qu'il fait des affaires de Victor et de ses affaires à lui. Qu'est-ce qu'il doit en faire. Théo va répondre aux gendarmes sur ces messages en disant comme quoi il n'avait pas fait gaffe parce qu'il se disait que c'était une blague nulle de son ami Lucas. Pour Théo, l'hypothèse d'un acte mortel commis sur un camarade ne pouvait même pas être envisagée sérieusement. Malheureusement, un jeune homme est mort. Après sa garde à vue, Théo est mis en examen pour complicité d'assassinat et placé sous contrôle judiciaire. Mais Théo n'a aucun rôle, c'est un confident, c'est un ami, il n'a pas aidé, il n'est poursuivi que pour n'avoir pas dénoncé des faits dont il avait connaissance ou dont on lui avait relaté le vague projet. Mais la justice n'en reste pas là. La situation de Chloé fait l'objet d'un réexamen. De nouveaux éléments ont fait leur apparition dans la procédure. Ce dont on va se rendre compte par rapport à la téléphonie, c'est que aussi bien Chloé que Lucas ont effacé un certain nombre de messages, etc. Ce qu'ils n'avaient pas imaginé, c'est que les techniques effectivement modernes permettent de creuser très loin, et notamment au niveau de la messagerie cryptée. Et là, manifestement, les téléphones vont parler, comme on dit. Chloé reçoit, et c'est avéré, un message de Lucas quelques heures, 2 heures avant les faits, un message explicite. Je vais tuer Victor. Donc, Chloé est reconvoquée dans le bureau du juge d'instruction, et cette fois-ci, elle va faire l'objet d'un placement à son tour en détention provisoire. Cette affaire, qui a marqué toute la région landaise, sera jugée devant la cour d'assises des mineurs de Mont-de-Marsan dans les prochains mois. Lucas et Chloé risquent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Quant à Théo, il encourt une peine de 5 années d'emprisonnement. L'enjeu du procès est double. Le premier, qui est capital, est de déterminer si oui ou non Lucas avait l'intention de donner la mort, et si le fait de commettre l'acte homicide s'est accompagné d'une préméditation et d'un guet-apens. C'est le dossier de la préméditation avec mensonge préalable. Donc oui, bien entendu que pour moi, la préméditation dans cette affaire ne fait strictement pas l'ombre d'un doute. Dans cette affaire, il y a également l'enjeu de la peine pour les protagonistes, Chloé, Lucas et Théo. Compte tenu de la minorité, et si la Cour retient l'excuse de minorité, on sait que le maximum de la peine prévue sera divisé par 2. Mon point de vue, même s'ils étaient mineurs, pour un drame pareil, c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Tu fais une bêtise, tu l'assumes jusqu'au bout. T'as enlevé la vie à un garçon qui avait du potentiel dans un sport. Il était très joyeux, tout ça. Il avait que 17 ans. T'enlèves la vie à quelqu'un comme ça, tu fais de la peine à ses parents, à sa famille, à ses amis, tout ça. Non. Je pense que très clairement, il devrait avoir la peine maximale. Les accusés n'avaient pas 17 ans au moment où les faits ont été commis. Ils étaient sortis de l'adolescence. Ils n'étaient pas encore entrés dans l'âge adulte. Ils étaient sortis du monde enfantin, mais ils n'étaient pas encore complètement rentrés
dans celui des réalités. Il faut tenir compte de ça, du moins je le crois. Dans l'attente de leur procès, les 3 prévenus demeurent présumés innocents. Aujourd'hui, Dylan, Damien, Florian, ainsi que tous les proches et les parents de Victor attendent des réponses à leurs questions. Alors, ce que j'attends de ce procès, c'est une justice juste. Mais que l'on m'entende, qu'on entende le cri d'une mère. C'est le cri d'une maman. C'est le cri plus profond de mon cœur d'une maman. La dernière fois que j'ai pris mon fils dans les bras, c'est le 25 décembre 2019. C'est le seul jour où j'ai pu le prendre, parce qu'après, comme il avait beaucoup d'entraînement, bon, on s'appelait au téléphone, bien sûr. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait. De le voir juste, de se dire qu'on l'a serré le jour de Noël, et qu'après, il a disparu en février, quoi. Pour que le drame de son fils ne se reproduise jamais, Basilia souhaiterait s'investir au sein de la communauté éducative. J'aimerais pouvoir faire de la prévention contre toutes sortes de violences, aussi bien des violences physiques que des violences verbales, mais que toute violence. Mon fils était mon soleil. Et lorsqu'il a été tué, je me suis éteinte. Je crois que l'affaire de l'assassinat de Victor est une affaire de tous. Voilà. La prévention contre les violences, c'est une affaire de tous. C'est pas une affaire juste isolée. Non, c'est une affaire de tous.